à tous, présents ici ou en ligne. Merci au Centre d'Alembert en fait, de m'avoir proposé cette présentation. Alors d'Alembert, c'est un encyclopédiste qui avait, peut-être vous le savez, une position très particulière parmi les Lumières. C'était un encyclopédiste qui défendait une approche très pragmatique, fondée sur du bon sens, qui n'était pas quelqu'un qui appréciait beaucoup la théorisation et l'abstraction. Et c'est un encyclopédiste qui est assez, qui revient pas mal dans les discours aujourd'hui quand on parle de savoir profane, de croisement des connaissances entre scientifiques et je dirais savoir du quotidien. Et donc, je suis très heureux de parler donc sous son patronage finalement dans ce centre. Alors, j'ai mis cette diapo sur un bouquin qu'on vient de sortir avec Antoine Mismer, avec le plan, parce qu'en fait, c'est là qu'on a mentionné cette idée d'économie de la coévolution. Et en fait, cette idée d'économie de la coévolution, pour dire simplement les choses, elle vient d'un postulat qui est que dans l'histoire longue, les sociétés humaines ont toujours déployé des formes d'économie. D'ailleurs, toutes les espèces développent des formes d'économie pour en fait se reproduire, maintenir leur communauté. Et l'espèce humaine, elle était, comme toutes les espèces, dans une logique de proie-prédation avant qu'elle s'installe pour commencer à élever des animaux et cultiver des plantes. Et donc, on considère qu'il y a une première phase qui était donc une économie de la prédation, où voilà, l'être humain, chasseur-cueilleur, se déplaçait et avec cette activité, à petit, fait disparaître notamment des grands mammifères dans tous les endroits où il s'est installé. Donc, c'est bien renseigné pour l'Amérique et pour l'Australie. Et puis, petit à petit, par différents effets, on est passé à ce qu'on peut appeler une économie de la production, c'est-à-dire donc le fait de cultiver la nature, de la servir aussi dans une certaine mesure, la domestiquer. Et donc en fait, ça traduit un changement très important parce que l'être humain est passé d'une situation où il était dans la chaîne trophique, dans la chaîne alimentaire, à une situation où il a commencé à contrôler la chaîne alimentaire et avec cela en fait tout le vivant. En tout cas, c'était une tendance qui s'est poursuivie très longuement jusqu'à peut-être une époque récente où on a commencé à considérer que la nature pouvait avoir une valeur pour elle-même, ne pas être forcément envisagée uniquement du point de vue des ressources qu'elle offrait. Et c'est ça qu'on appelle une forme d'économie de la coévolution, c'est un changement de positionnement dans notre rapport aux autres espèces. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un changement dans la manière dont on envisage d'un point de vue scientifique l'analyse des phénomènes qui lient les dynamiques économiques et plus largement les dynamiques sociales avec les dynamiques de la nature. Je vais en parler un petit peu après. Et puis c'est un troisième élément donc, que je qualifierais de théorique qui consiste à repenser en fait la discipline sur laquelle je travaille et Antoine aussi, qui est donc l'économie, qui est relativement mécaniste, avec une vision relativement linéaire des dynamiques et on peut le dire basée plutôt sur des principes de la physique que de la biologie. Alors, c'est dans la première partie de cet ouvrage ce qu'on a voulu discuter, comment l'économie écologique est apparue ces dernières années. Ça a commencé au milieu des années 80, pour proposer une approche plus biologique de notre discipline, où la complexité et les dynamiques non linéaires ont une place importante, et qui amène à redéfinir en fait, nos outils de travail. Dans le deuxième chapitre, on s'est intéressé à la question de la manière dont on mesure la richesse. On le sait aujourd'hui, le PIB est un indicateur bien imparfait pour travailler sur les relations qu'on a avec les êtres humains, donc entre êtres humains et avec la nature. Et
la bonne mesure finalement de ces relations doit être un petit peu repensée. Nous, on parle notamment de dette écologique, qui est un indicateur intéressant pour travailler sur des principes de réciprocité avec cette nature. Un troisième élément qu'on a mentionné, c'est les systèmes de production qui nous permettent de nous nourrir. Et en particulier, on s'est intéressé à chaque fois, dans chacun des chapitres, à des aspects historiques qui étaient originaux dans la pensée de notre discipline et dans la relation aux sciences naturelles. Ce qu'on voit avec l'avènement de l'agroécologie et particulièrement par exemple du bio, c'est un renoncement à un des grands principes de l'économie de la production qui est le compromis productiviste, où finalement on adopte des pratiques qui réduisent la productivité et on le fait pour des raisons qui sont accroître la résilience de notre exploitation parce qu'on va avoir recours à des semences rustiques ou on va faire des rotations qui vont nous permettre de réduire les problèmes liés aux parasites. Donc, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la motivation à l'origine de ces choix, c'est quand même un changement aussi de paradigme important. Le quatrième chapitre, la quatrième partie, elle s'est intéressée au réensauvagement du monde, dans le sens où on voit réapparaître des individus aujourd'hui dans nos espaces qu'on avait décidé d'éradiquer il y a déjà bien longtemps, comme le loup, comme l'ours, comme les phoques. Et c'est nouveau, on leur laisse une place de manière volontaire, alors que fondamentalement, ils nous posent plus de problèmes qu'ils ne nous donnent d'opportunités. Donc ça, c'est aussi très original et ça témoigne finalement d'une forme de dédomestication, si je peux utiliser ce terme, du monde et qui est aussi, nous semble-t-il, une forme de rupture qui va dans le sens de notre hypothèse d'approche coévolutionniste. Et puis le dernier, c'est l'élément lié au droit qu'on offre aux entités naturelles depuis quelques années et tout particulièrement des logiques de personnification dont on peut considérer qu'elles ne sont pas pertinentes, mais pour autant, sans aller jusqu'à la personnification, il est un fait qu'on octroie de plus en plus de droits à la nature, on lui offre des possibilités d'être réparée pour elle-même. Là aussi, ce sont des choses qui sont très importantes si on considère le contrat social qui guide la manière dont les êtres humains cohabitent dans des espaces donnés. Alors, si on va sur le sens initial de l'idée de coévolution, ça fait évidemment référence aux logiques darwiniennes qui sont basées sur la variation, la sélection et l'héritage, qui ne vont pas être évidemment les mêmes selon qu'on s'intéresse aux vivants ou selon qu'on s'intéresse à des entités sociales. La coévolution, elle a pour particularité de lier entre elles deux espèces qui dépendent de leur dynamique mutuellement. Donc, quand nous, on parle d'économie de la coévolution, la logique derrière, c'est de dire que nos sociétés, pour beaucoup de raisons différentes, dépendent d'autres espèces non humaines, soit pour se nourrir, mais plus profondément pour évoluer et avoir des relations qui soient pas uniquement de prédation, mais aussi mutualistes, symbiotiques, etc. Alors, si on élargit cette notion de coévolution donc à la manière dont des socio-écosystèmes évoluent, on peut identifier différentes boîtes qui vont être interdépendantes. Alors, pourquoi je présente ce petit diagramme, cette petite figure? C'est parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément toujours compte que quand un système change de logique, ça ne peut pas être juste basé sur une trajectoire technique comme il est parfois envisagé. Donc, c'est ce qu'on appelle l'utopie technique, comme on en parle beaucoup actuellement dans le champ de l'énergie, mais en fait, généralement, pour faire changer un système dans son mode de fonctionnement, il faut faire évoluer beaucoup de choses. Si je prends l'agriculture comme exemple, eh bien, le passage d'une agriculture paysanne à une agriculture intensive,
s'est fait grâce à l'évolution simultanée de toutes ces boîtes. Du côté des institutions sociales, on a fait émerger la PAC à la fin des années 60 avec tout un système de financement qui était indexé sur les rendements. Du côté des systèmes vivants, on a arasé les talus, on a pratiqué le remembrement pour faire des grands écosystèmes plats où des machines pouvaient circuler facilement. C'est donc du côté des techniques de production qu'on a aussi vu des innovations importantes, les fameux tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc., mais aussi l'usage d'intrants de synthèse de plus en plus important pour booster la productivité agricole. Du côté des préférences individuelles, les conseillers agricoles, les chambres d'agriculture et je dirais le monde agricole de manière générale a essayé de transformer les paysans en chefs d'entreprise, avec un succès évident, en leur faisant comprendre que c'était les économies d'échelle qui allaient devenir la bonne manière de faire, c'est-à-dire qu'il fallait racheter des parcelles, augmenter la taille des exploitations et les préférences petit à petit ont été, je dirais, structurées par ces nouvelles croyances. Du côté des organisations, il y a eu aussi un gros travail avec la structuration de la FNSEA, des chambres d'agriculture et du ministère de l'Agriculture pour converger vers cet objectif de compromis productiviste dont on voit encore aujourd'hui évidemment la force, clairement, dans les débats. Et puis, du côté des systèmes d'information, comme je le disais, on a eu recours notamment aux conseillers agricoles qui ont commencé à présenter des visions très simplistes en fait, du vivant, où on avait une quantité d'intrants de synthèse pour un niveau de rendement donné que l'on pouvait derrière valoriser à travers la vente des produits sur des marchés, avec donc des équations extrêmement simples à 3 variables, et envisagées de manière très linéaire. L'idée même de complexité des écosystèmes dans lesquels ces activités pouvaient avoir lieu a été complètement abandonnée, avec l'idée qu'on pouvait tout contrôler. Contrôler les parasites, contrôler l'eau à travers l'irrigation, contrôler la fertilité avec le nitrate de synthèse, l'azote, et ainsi de suite. Pour cela, on a aussi fait de la sélection des semences les plus productives et fait disparaître un certain nombre de semences qui n'étaient plus adaptées à ce modèle. Si je vais dans le détail de ce changement, c'est parce qu'en fait, c'est arrivé très très vite. Entre la fin des années 70 et la fin des années 60 et le début des années 80, le basculement était fait. Et le terme révolution verte est tout à fait justifié de ce point de vue, c'est-à-dire en 20 années, on a complètement transformé le système. Donc aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, c'est totalement incantatoire si on pense qu'on va le faire advenir cette agroécologie simplement en touchant aux techniques de production. Ça ne marche pas du tout comme ça. Évidemment, il faut changer le système d'incitation, il faut changer les croyances des acteurs qui sont dans ces territoires, il faut changer les formes d'organisation. Tout doit être envisagé de manière intégrée. Et donc, c'est vraiment là que j'évoque la question de la méthode dont je parlais tout à l'heure. Une approche coévolutionniste, c'est appréhender les interdépendances entre les éléments d'un système complexe. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, et rebondir sur ce qu'a dit Jean-François tout à l'heure, on a des exemples rigolos. Dans les systèmes vivants, on a observé en Bretagne ces dernières années, du fait du réchauffement climatique, des changements de mode de vie des parasitoïdes qui consomment les pucerons. En fait, ils ne s'endorment plus pendant la période hivernale, ce qu'ils faisaient auparavant. Ils n'hibernent plus, ce qui fait qu'ils régulent les pucerons à une période où ils ne le faisaient pas. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'exploitations agricoles de Bretagne, on peut tout à fait se passer de pesticides grâce à ce changement climatique. C'est des choses qui ne sont pas vraies, par exemple, dans le Nord. Mais en Bretagne, c'est le cas. Donc on voit que le système évolue et que c'est ces informations qui sont apportées notamment par l'écologie scientifique qui peuvent permettre de repenser aussi le système d'exploitation. C'est là que connaître le vivant et la complexité des interactions dans ce système vivant est tout à fait utile pour repenser aussi nos activités. Alors, je suis désolé, je donne des tableaux avec beaucoup d'informations. C'est aussi pour insister sur le fait que le système, il est d'autant plus complexe que
il va suivre ce qu'on appelle des cycles adaptatifs. Alors, il y a plusieurs théories qui permettent de représenter ça, mais celle-ci me semble intéressante et elle a bénéficié d'un certain succès avec des écologues, je ne les cite pas là d'ailleurs, c'est une grosse erreur de ma part, Gunderson et Holling, qui ont publié en 2002 un livre qui s'appelle Panarchy et qui nous dit la chose suivante. En fait, donc, ces boîtes, ces composantes des systèmes, des socio-écosystèmes, eh bien, ils fonctionnent sur des logiques qu'on peut mettre en parallèle avec des logiques de croissance qui permettent à un système, un sous-système, donc d'augmenter dans une logique particulière. Par exemple, si je reprends mon illustration avec le système agricole, eh bien, les augmentations de rendement énormes apportées par la révolution verte, donc ça c'est la croissance. Arrivé à un moment donné, la capacité de charge. Finalement, je vous apprends sans doute rien, mais les rendements aujourd'hui n'augmentent plus, voire baissent un petit peu, du fait notamment des résistances des parasites et aux traitements chimiques, avec des coûts pour les agriculteurs qui ne cessent d'augmenter, ce qui fait que les marges baissent. Donc, déjà, on est sur une situation de plateau en termes de rendement, mais en termes de rendement économique, on est déjà en décroissance depuis de nombreuses années. Donc, on est dans une crise en réalité qui a commencé au moment des premières crises de surproduction dans les années 80. Et comme le monde agricole n'a pas cherché à travailler sur une logique de transition, mais s'est accroché au modèle productiviste, finalement, la crise n'a fait que croître et touche tour à tour les éleveurs de porc, les céréaliers, les producteurs laitiers, etc. La crise est devenue structurelle et si le système ne s'effondre pas, c'est uniquement grâce à la manne de la PAC de 9 milliards qui permet d'éteindre les feux chaque année, plus des aides de l'État qui viennent s'ajouter à ça. Mais à un moment donné, généralement, le système finit par s'effondrer du fait de ces contradictions. Donc c'est la dernière phase qui nécessite une réorganisation. Et cette logique de croissance, plateau, crise et réorganisation, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de systèmes. Au niveau individuel, vous faites l'expérience tous les jours, vous avez des croyances qui vous proviennent soit de votre éducation, soit de vos expériences et qui sont bien assises du fait d'un certain nombre d'expériences qui ont montré ça. Et à un moment apparaissent dans vos systèmes de croyances des dissonances cognitives, soit parce que vous lisez un article qui va à l'encontre de ce que vous aviez en tête comme croyance, soit suite à une discussion ou une expérimentation personnelle. Au début, vous résistez parce que votre système de croyance il est basé sur une somme de faits, une somme d'éléments qui ont fait que c'est solide pour vous, c'est une vraie représentation du monde. Mais à un moment donné, ces dissonances cognitives finissent par ébranler vos croyances et vous font douter en fait. Et ce doute amène sur des changements dans votre système cognitif qui vous fait mobiliser des intuitions pour repenser un peu vos systèmes de croyances, vos représentations. Donc cette vision, cette manière de schématiser ces réorganisations, c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut penser la transition et il faut considérer que les crises sont aussi des opportunités. Des opportunités pour le changement. La question, c'est comment les choses s'organisent. Et on le voit, ce n'est pas du tout les mêmes leviers selon qu'on parle d'un système d'information, d'un système technique, d'institutions, etc. Alors bon, voilà, ça je viens de le dire à l'instant. Alors, un outil pour ça, qu'affectionnent particulièrement les scientifiques, ce sont les modèles. Et dans cette représentation, l'idée, c'est de voir comment les modèles, il faut envisager le terme modèle dans un sens très général. C'est vraiment une simplification du réel, du monde réel, et des manières aussi de se projeter potentiellement dans un avenir commun. Si on considère le travail sur ces modèles à partir de deux axes qui sont le niveau de technicité du problème, je ne sais pas, moi par exemple, produire de l'intelligence artificielle qui va régler des problèmes liés à l'usage de fertilisants, restons dans notre exemple de l'agriculture. Là, on comprend bien qu'on va devoir faire appel à des personnes très spécialisées qui vont donc devoir investir beaucoup de temps dans le paramétrage du modèle et finalement, ça va être des modèles qui vont être utilisés par des très grands spécialistes pour une catégorie d'utilisateurs très spécialisés, les agriculteurs qui veulent faire de l'agriculture de précision.
Et donc, vous voyez, on a une courbe qui mobilise finalement peu de communautés de pratique, mais par contre, une communauté de pratique très pointue. En revanche, si on est sur des modèles qui doivent alimenter des réflexions à l'échelle d'un socio-écosystème dans son ensemble, où on va avoir des usagers très différents, agriculteurs, associations de protection de la nature, citoyens, riverains, entreprises du territoire, on ne peut pas considérer les choses de la même manière. L'effort qui va être à consentir, c'est plutôt d'essayer de travailler collectivement sur la construction de modèles communs, et ça prend beaucoup de temps parce que les représentations sont très hétérogènes, évidemment, sur ce territoire. Et petit à petit, on peut commencer à investir dans des descriptions plus complexes. Et voilà. Alors, ça n'a rien d'évident, et on le sait d'ailleurs, on ne peut pas tout mettre dans les modèles, donc la question, elle n'est pas forcément que le modèle représente toute la complexité des interactions, mais l'important à retenir de cette figure, c'est qu'il y a des logiques différentes en matière de construction de modèles de travail communs autour des logiques de transition. Alors souvent, dans les débats publics, on a deux grands modèles autour de l'idée de transition. On a une vision très top-down qui est, en fait, c'est l'État, la puissance publique qui va gérer la transition grâce à des incitations bien senties, de nouvelles réglementations visant à orienter la production ou la consommation. Donc ça, c'est l'idée de la puissance publique en charge de la défense de l'intérêt général avec une vision planifiée et anticipatrice du monde, enfin voilà, des enjeux. Bon, ce n'est pas complètement ce qu'on observe tous les jours, mais c'est vrai que un système fiscal peut très rapidement orienter des comportements, tout comme une réglementation appliquée de manière effective peut aussi orienter les comportements. Mais à cela vient aujourd'hui, je pense, de plus en plus s'opposer une vision très bottom-up où, non, les solutions devraient plutôt être fondées sur des initiatives locales basées sur de l'expérimentation, du dialogue, de la co-construction. Et finalement, on constate, ces deux visions aujourd'hui sont assez opposées, en particulier, je pense, dans un pays comme la France, très centralisé, où on n'a pas cette tradition d'un dialogue entre le pouvoir central et un pouvoir décentralisé qui n'existe pas en France de toute façon, donc, mais qui existe dans d'autres pays, notamment les anglo-saxons ont une tradition plus forte de la gestion locale des problèmes locaux et des échanges à l'échelle des communautés. Cette figure-là, c'est pour souligner que en économie, on raisonne souvent... Voilà, on raisonne souvent à cette échelle-là, c'est-à-dire les prix de marché. On pense souvent le changement uniquement du point de vue de créons des incitations qui vont orienter les comportements, que ce soit des consommateurs ou des producteurs, avec de la fiscalité verte. Alors, on a par exemple les bonus-malus, etc. Ça évolue très vite si on met en place ce genre de choses, donc c'est les prix de marché. Ce qui évolue moins vite, entre 1 et 10 ans, ce sont les formes contractuelles et organisationnelles. On sait aujourd'hui qu'on dispose d'outils contractuels permettant de mieux protéger la nature, par exemple avec des baux ruraux environnementaux ou des obligations réelles environnementales qui sont des droits attachés à la propriété qui permettent de protéger les entités naturelles qui sont sur cette propriété. Ce sont des choses donc, qui évoluent plus lentement. On peut aller encore plus lentement quand on s'intéresse aux institutions clés du capitalisme, par exemple la propriété privée. La propriété privée, on ne va pas du jour au lendemain la transformer pour qu'elle soit plus en adéquation avec des objectifs de transition écologique. Ça prend beaucoup de temps. Donc là, on estime ça entre 10 et 100 ans. Et puis, tout en haut, ce sont des changements presque de nature civilisationnelle, c'est-à-dire, par exemple, considérer aujourd'hui, comme le font beaucoup d'intellectuels, que le temps des Lumières est un petit peu fini, qu'il faut passer à de nouvelles manières de penser le monde et le progrès, et que voilà. Donc ça, c'est des changements qui sont plus profonds. Et je mentionne les limites du monde parce qu'en fait, il y a un sociologue qui a travaillé là-dessus qui est très intéressant. C'est Martuccelli, c'est un Italien, mais j'ai oublié son prénom, et qui montre que
l'histoire humaine, elle est basée notamment par la manière dont elle pense ses limites. Et évidemment, à cela est associée des peurs. La peur de l'au-delà, la peur de manquer, la peur de la violence gratuite. Et en fait, il explique très bien, sur du temps long, comment les institutions dominantes ont toujours eu pour fonction de rassurer ces peurs. Le capitalisme étant une institution qui fonctionne très bien pour lutter contre la peur de la pénurie. Alors évidemment, il y a beaucoup d'inégalités en matière d'approvisionnement dans le monde, mais à chaque institution, des fonctions particulières pour rassurer des sociétés. Alors, un point qui est important aussi dans tout cela, et ça fait aussi écho au thème de ce séminaire qui est sur les connaissances scientifiques, c'est le changement social dépend beaucoup des représentations et du monde auquel on appartient. Alors, je vais vous montrer une diapo très riche, et je suis désolé, il y a beaucoup trop de texte là-dessus, mais c'est pour vous montrer que, au regard de travaux qui ont été menés il y a déjà assez longtemps par des sociologues qui s'appellent Boltanski et Thévenot, on appartient tous à des mondes qui nous définissent des principes supérieurs. Par exemple, le monde domestique, les principes supérieurs du monde domestique, c'est la tradition, la famille, le devoir. Le monde industriel, ce serait plutôt l'efficacité, le progrès. Le monde marchand, la concurrence, l'opportunisme. Enfin, vous voyez un petit peu ce qui est mentionné dans la première ligne. Pourquoi c'est important d'avoir conscience de ces éléments-là? Eh bien parce que quand vous avez dans un collectif des sources de conflits, de divergences, finalement, vous essayez toujours de convaincre l'autre personne. C'est naturel, je dirais. Eh bien, dans cette volonté de convaincre, vous allez essayer d'aller de plus en plus vers des principes supérieurs qui vont essayer de vous lier à la personne pour dire mais si on raisonne vraiment du point de vue de la démocratie, c'est une évidence. Mais si la personne, elle appartient plutôt au monde domestique, elle va dire non, parce que ce n'est pas la tradition, ce n'est pas comme ça que ça se passe chez nous, ou peu importe. Et si c'est quelqu'un qui est plutôt issu du monde industriel, il dit oui, mais non, ce n'est pas efficace, ça ne marche pas. Et en fait, je pense, une des grosses contributions de ce travail, c'est de souligner que on a tous un petit peu finalement des bouts de ces mondes en nous, hein. Mais dans les débats et les discussions qu'on va avoir, on a toujours envie de s'attacher à démontrer la supériorité de l'un d'entre eux. Et en fait, derrière, tout va ensemble. C'est-à-dire que si vous accordez plus d'importance au monde domestique, ça veut dire que vous accordez aussi plus d'importance à des rapports de grandeur particuliers ou à des formes de dignité particulières, etc., etc. Et donc, ça, c'est ce qui, quelque part, permet de résumer les malentendus, les problèmes de coordination, voire de coexistence avec nos semblables. Et d'une certaine manière, c'est un point de départ pour penser le travail démocratique, mais aussi le travail des scientifiques. C'est-à-dire qu'on s'inscrit souvent en tant que scientifique, je dirais, comme ça, dans le monde industriel quand même. On est très imprégné de l'idée de progrès, d'efficacité, même si dans certaines disciplines, ça ne va pas forcément être le bon baromètre. Mais quand même, ce sont des choses qui sont pour nous des formes d'évidence. Alors, je vais maintenant finir ma présentation sur un cas particulier, parce que j'ai parlé de choses, pour le coup, assez conceptuelles et un petit peu hors sol. Bon, je ne sais pas si ça va être beaucoup plus situé, ce que je vais présenter, mais c'est un théoricien en économie du début du XXe siècle, John Commons, qui se démarquait de ses contemporains en disant que finalement, comprendre les changements des systèmes économiques, ce n'était pas analyser les préférences des individus, ce qui est un point que défendent la plupart des économistes. Alors, il ne disait pas que ce n'était pas important ou utile, mais que ça n'était pas suffisant pour comprendre vraiment des trajectoires sociales, et notamment sur des pas de temps assez longs. Et ce qu'il disait, c'est que, selon lui, ce qu'il fallait analyser, c'était les décisions de justice. Les décisions de justice, pourquoi? Parce qu'elles sélectionnent les comportements émergents qui sont désirables pour la société, ou au contraire, qui sont indésirables. Derrière ces décisions de justice, il y a des préférences politiques, des mécanismes d'arbitrage qui jouent un rôle très important. Alors lui, il travaillait beaucoup sur la question du travail à son époque.
qui était une évidence à l'époque où on travaillait sur la distribution des gains de productivité entre le capital et le travail, et avec des grandes bagarres idéologiques. Voilà. Sur la question de la nature, on peut aussi regarder ça sous un nouvel angle aujourd'hui, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait par exemple qu'on donne aujourd'hui des droits très forts à certaines entités naturelles. Donc là, vous avez le tribunal de Mendoza en Argentine, qui a reconnu la personnalité juridique pour cette femelle chimpanzé, Cecilia, et qui a, au titre de l'habeas corpus, a obligé le zoo à libérer l'animal. Donc il a été mis dans une... Alors il ne pouvait pas, le pauvre animal, se retrouver dans un espace sauvage, il aurait été bien incapable de se nourrir de manière autonome, mais on l'a mis dans un sanctuaire pour primates. Ça, c'est quelque chose qui se reproduit aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. On a des reconnaissances de droits qui sont assez fortement orientées par une forme d'anthropocentrisme finalement, donc c'est assez intéressant de noter ça. C'est qu'on accorde de la compassion et de l'empathie aux espèces qui, d'un point de vue phylogénétique, sont les plus proches de nous, à quelques exceptions, les oiseaux notamment, qui sont plus éloignés par exemple que les rongeurs, et on aime plus les oiseaux en moyenne que les rongeurs. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est des choses qui marchent assez bien, et qui montrent qu'on n'est pas neutre aussi dans, évidemment, ces octrois de droits à des non-humains. Alors, de là, on peut aller un cran plus loin et se dire que peut-être on est à l'aube d'un contrat naturel que Michel Serres appelait de ses voeux il y a déjà, c'était au début des années 90, donc il y a déjà plus de 30 ans, et qui nous disait que c'était finalement une logique évolutive que d'octroyer des droits aux non-humains, parce que si on se réfère à la Grèce antique où finalement il y avait très peu d'individus qui avaient des droits de citoyens, puisque les femmes n'en avaient pas, les esclaves n'en avaient pas, les métèques, les étrangers n'en avaient pas. Et il explique effectivement qu'au fil de l'histoire humaine, alors bon an mal an, parce que ça dépend selon les territoires, les continents, les aléas de l'histoire, mais bon an mal an, il y avait quand même quelque chose qui se dessinait comme un élargissement des droits politiques des individus, et que l'étape suivante, ce serait les animaux, du moins la nature, à définir plus clairement. Ce n'est pas des choses qui sont impossibles d'un point de vue légal. On a des tuteurs légaux qui peuvent tout à fait parler au nom de l'intérêt des non-humains. Et alors, d'un point de vue évidemment économique, ça pourrait être tout à fait intéressant de voir comment ça redéfinirait aussi beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas avoir le temps de revenir là-dessus dans le détail aujourd'hui, mais un exemple plus modeste, je dirais, dans le sens où on n'octroie pas des droits à la nature en tant que sujet de droit, mais on lui donne des droits à des réparations, c'est le nouveau consensus autour du principe de neutralité écologique. Donc vous avez entendu parler évidemment de la neutralité carbone à l'an 2050, de l'absence de perte nette de biodiversité qui est une obligation depuis la loi de 2016 pour les projets d'aménagement, mais aussi pour les plans et programmes. Peut-être en tout cas, et puis le zéro artificialisation nette qui a été adopté à l'occasion de la loi climat résilience à l'horizon 2050 aussi. En 2050, se passera plein de choses formidables. Et cette idée du net, c'est clairement le principe selon lequel on peut continuer à avoir des modes de développement qui impactent la nature, parce que c'est difficile de faire autrement, mais ça n'est admissible que si on compense la nature à hauteur des impacts qu'on lui inflige. Et ça, c'est, d'un point de vue économique aussi, une grande rupture. Parce que jusqu'à l'adoption en France, je parle pour la France ici, l'adoption en 2016 de la loi de la reconquête de la biodiversité et des paysages, finalement, les compensations, c'était toujours pour l'être humain. On avait une marée noire, qui est-ce qu'on compensait? On allait compenser les pêcheurs, les collectivités locales, l'industrie du tourisme. Les poissons, on n'avait pas à les compenser. Dorénavant, si vous avez des accidents de ce type, vous devez aussi réparer la nature pour elle-même, en dehors de toute considération anthropique. C'est très important. C'est très mal appliqué aujourd'hui. On n'a pas vraiment, du côté des préfectures, une connaissance fine du droit, si je puis m'exprimer ainsi, ou du moins de la nécessité de l'appliquer.
Mais on peut penser qu'à l'avenir, avec la multiplication des contentieux, avec les juridictions qui vont être de plus en plus spécialisées, et puis aussi, on peut l'espérer, des préfets et des préfètes qui vont être de mieux en mieux formés sur le sujet, voir des évolutions importantes apparaître. Comme je le disais à l'instant, aujourd'hui, on est encore loin du compte. On a dans 90% des délits environnementaux des solutions qui permettent d'abandonner les poursuites. Hein, ça, c'est ce qui se traduit par des peines de prison ferme, et ça, des peines de prison avec sursis, et ça, des amendes, qui sont petites par ailleurs. Hein, c'est quelques milliers d'euros, quel que soit le type de délit. C'est, il faut le savoir, le domaine du droit où le taux de sanction est le plus faible. Et les choses ne s'améliorent pas malheureusement pour ce qui concerne le pénal, avec des solutions qui permettent de contourner l'application de la loi, notamment avec ce qu'on appelle la transaction pénale, qui est une initiative à la discrétion du préfet et qui permet en fait à une personne qui a fait un délit contre l'environnement de payer une amende, qui sera un paiement libératoire, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de casier, et qui se fait par ailleurs dans la plus grande opacité, puisque en fait, c'est couvert par le secret juridique. Donc ça, c'est vraiment clairement un recul dans le domaine du droit de l'environnement. En revanche, là où c'est plutôt encourageant, c'est du côté du droit civil, où la notion de préjudice écologique a permis ces dernières années d'entreprendre des contentieux, et c'est ma dernière diapositive, qui ont donné lieu à des calculs de compensation pour la nature qui n'ont rien d'évident pour un juge, mais ni même pour des avocats. Comment compense-t-on la nature ? Ce n'est pas comme, par exemple, des préjudices moraux ou des préjudices physiques pour lesquels on a des valeurs qui sont établies, des formes de convention. Même si quelqu'un meurt dans un accident, on a des valeurs de la vie humaine. On peut le regretter, on peut considérer que c'est une manière de faire, mais en tout cas, ça existe. Pour la nature, on n'a pas ça. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on évalue comment on doit opérer pour réparer la nature à même hauteur de ce qu'elle a perdu. Alors, ça veut dire qu'on mobilise tout ce qu'on appelle l'écologie de la restauration, et on regarde comment est-ce qu'on peut, par exemple, désartificialiser un sol, replanter des végétaux, faire venir des animaux, et petit à petit commencer à reconstituer les fonctions écologiques. Tout ça a un coût qui est souvent très important, qui est très mal estimé aujourd'hui, mais qui, alors c'est le cas aux États-Unis, commence à devenir un outil opposable devant les cours de justice. Et pour le dire simplement, on est sur des ordres de grandeur qui vont de 1 à 10 entre les montants qu'on inflige aujourd'hui en France et les montants qu'on inflige aujourd'hui aux États-Unis. Donc, des perspectives intéressantes sur ce sujet. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre attention.